Bienvenue à Vaux-le-Vicomte, je suis Alexandre de Vaugué, l'un des copropriétaires du château aux côtés de mes deux frères, Jean-Charles et Ascanio. Et je voudrais vous souhaiter d'abord la bienvenue et vous dire deux mots sur ce qui s'est passé ici il y a 350 ans. Imaginez, vous êtes ici au milieu des champs, au milieu des forêts, il y a des rivières, des collines, et un jeune parlementaire, à peine 25 ans, se tient là et à ses côtés, André Le Nôtre, célèbre paysagiste. Cet homme, c'est Nicolas Fouquet et il a un rêve d'avoir un jour la plus belle demeure de France. Il veut servir deux choses, son amour pour les arts, c'est un vrai collectionneur, amateur, un curieux du grand siècle, et il veut également servir son ambition. Sa dévorante ambition, il veut être le plus proche du pouvoir royal et il sait que s'il construit cette extraordinaire propriété, demeure qu'il a en tête, il va pouvoir ainsi orienter la cour, le roi et obtenir des faveurs. Suivez-moi. Donc là, Nicolas Fouquet, 24 ans, jeune parlementaire, dit à André Le Nôtre, je voudrais avoir un jour une merveilleuse propriété qui soit vraiment extraordinairement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je veux surtout un gigantesque jardin. Et donc André Le Nôtre va étudier le terrain, et c'est la grande force de ce paysagiste. Il a un œil assez extraordinaire et il va voir qu'il y a une première rivière qui va être le premier axe du jardin, et puis une deuxième qui va, malheureusement, qui ne coupe pas la première transversalement, mais c'est pas grave, il va juste dériver cette deuxième rivière le long d'un grand canal souterrain, et il va voir ces deux axes, un axe est-ouest et un axe nord-sud sur lequel nous sommes, et sur lequel il va construire le château de Vaux-le-Vicomte. Nous sommes en 1639, il a 24 ans, il va ensuite subir la Fronde, cette guerre civile qui va déchirer la France en deux, les puissants du royaume qui veulent renverser le roi, le jeune, très jeune roi Louis XIV à l'époque, mais surtout la reine-mère Anne d'Autriche et Mazarin, le Premier ministre de l'époque. Fouquet va être très loyal au pouvoir royal, il est ami de la reine-mère, il est ami de Mazarin et il va véritablement les défendre face à ces puissants du royaume. Cette attitude de loyauté va lui valoir le poste de ministre des Finances. Mazarin va effectivement lui octroyer ce poste d'une manière d'une gratification finalement de cette loyauté. Nicolas Fouquet, son emblème, l'écureuil. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière moi, au-dessus de la fenêtre, on a un écureuil entouré de deux lions. C'est l'emblème de Nicolas Fouquet. Pourquoi? Parce que dans l'emblème de la famille Fouquet, cet écureuil se dit Fouquet en gallo, le dialecte qu'il parlait quand il était petit en Anjou, l'endroit où il est né. Donc cet écureuil agile, ambitieux, grimpeur, et bien effectivement Nicolas Fouquet, avec le succès qu'il a dans les affaires, avec le succès qu'il a en politique, est en train de gravir très vite et de manière extraordinairement efficace les échelons de sa profession. En raison de la Fronde, de cette guerre civile, rien ne va se passer ici, sur le futur site de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet a déjà pourtant pensé aux artistes dont il va s'entourer, et il va s'entourer tout simplement des meilleurs artistes de son temps. Levaux, l'architecte, Lebrun, le décorateur, et Le Nôtre, son ami Le Nôtre, le célèbre paysagiste, architecte paysagiste. Il va s'entourer des meilleurs et au lendemain de la Fronde va leur dire et va leur offrir ce qu'un artiste rêverait d'avoir. Une page blanche de 500 hectares qui est derrière moi, beaucoup d'argent et une liberté de faire ce qu'ils veulent à condition de travailler main dans la main, de travailler ensemble, et une deuxième condition d'être le plus audacieux et novateur possible. Et finalement, on a là un chef de chantier, un entrepreneur extraordinaire, d'efficacité, riche, influent, avec du goût,
Nicolas Fouquet, et 3 hommes qui vont travailler ensemble, à tel point qu'aujourd'hui il est difficile de savoir exactement qui a fait quoi à Vaux-le-Vicomte. Nous sommes en 1652-1653, il n'est pas encore ministre des Finances et il est en train de se rapprocher quand même de plus en plus du roi. La grande chambre carrée, on est accueilli par notre hôte, Nicolas Fouquet, peint par Charles Lebrun. Nicolas Fouquet rassemble donc ses artistes, va commencer le chantier de Vaux-le-Vicomte. Entre-temps, un homme dans l'ombre est en train de travailler. Cet homme, c'est Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste Colbert est le secrétaire personnel de Mazarin, Premier ministre de l'époque. Mazarin vieillit, Mazarin est malade. Mazarin va mourir en mars 1661 et les 2 hommes se disent à mon tour d'être le Premier ministre aux côtés du jeune roi Louis XIV. Et l'intelligent, le flamboyant, le charmeur Fouquet a une grande longueur d'avance par rapport à Colbert. Madame de Sévigné avait trouvé un surnom à Colbert, le Nord, tellement il était froid, glacial, calculateur. Et Fouquet a toutes les faveurs du roi. Et Colbert, pour écarter son seul rival, va convaincre le roi que Fouquet est l'homme à abattre, que Fouquet vole dans les caisses de l'État, que Fouquet est en train de monter une armée contre le roi pour le renverser. Et tout ça est bien exagéré, même si, ne me méprenez pas, Fouquet, bien évidemment, a profité de son poste de ministre des Finances pour confondre allègrement fortune privée et deniers publics. Pas au point que Colbert a bien voulu le faire comprendre auprès du roi. Et le roi, qui était un ami de Fouquet, le roi avait offert toute une forêt à Fouquet pour son château, commence à être un petit peu étonné, douteux sur la personnalité de son ami Fouquet, et le travail de sape de Colbert commence à payer. Finalement, en mai 1661, nous sommes 3 mois avant la célèbre fête du 17 août 1661, la fête d'inauguration du château. Colbert et le roi décident de monter un complot contre Fouquet. Ils décident de la date d'arrestation de Nicolas Fouquet, qui se passera juste après sa fête. Ils décident des juges qui seront ennemis de Nicolas Fouquet et qui devraient mettre en place un procès extrêmement rapide. Ils raturent des archives, ils en détruisent d'autres, tout ça pour que le sort de ce Fouquet soit scellé ad vitam aeternam. Donc imaginez, nous sommes le 17 août 1661, la fête bat son plein, Fouquet est en pleine forme, il ne voit pas du tout, malgré que ses amis lui disent « Mais attention Fouquet, vous avez un homme, Colbert, qui veut votre perte ». Et lui est tellement sûr de lui, il est ivre de sa propre ambition et ne voit rien. Et il est étonnant de naïveté. Et les invités se baladent dans le château, vont dans le jardin, le roi est là, tout le monde est là, toute la cour est là, est absolument émerveillée devant cet endroit si merveilleux, si novateur, unique en son genre. Ça va faire date et en termes d'architecture et en termes de paysagisme. Nous sommes dans la chambre des muses, l'une des plus belles pièces du château. Nous sommes dans les salons d'apparat de Nicolas Fouquet. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce plafond extraordinaire qui a été restauré il y a 3 ans de cela grâce à un très généreux et ami mécène de Vaux-le-Vicomte, américain, qui a permis donc la restauration des 9 muses qui scandent un petit peu les voussures de ce plafond. La muse principale étant celle de la loyauté, de la fidélité, qui montre ici la fidélité de Nicolas Fouquet, la fidélité pendant la fronde qu'il a assurée auprès de Mazarin et de la reine-mère. Donc là, on se trouve dans le cabinet des jeux, extraordinaire petite pièce, cabinet d'angle. Et figurez-vous que ce cabinet des jeux était notre salle à manger. Et oui, la famille, mes parents, mes 2 frères et moi, on a vécu dans le château. On avait 2 ou 3 ou 4 ans, enfin on était entre 0 et 4 ans dans le château, au premier étage. On avait un petit appartement privé. Et puis en 68, mon père ouvre aux visites et cette pièce servait de salle à manger. Et donc on avait le bonheur
nous percher sur notre chaise d'enfant. Je ne sais pas très bien si on s'en rendait compte, mais en tout cas, mes parents avaient le grand plaisir d'avoir ici des déjeuners familiaux dans ce merveilleux cabinet des jeux. Je voudrais vous montrer une chose, c'est l'emblème de Nicolas Fouquet. Rappelez-vous, c'est cet écureuil. On a ici sur la fresque peinte par Lebrun un écureuil, à sa droite un serpent, emblème de Colbert, et juste à droite du serpent, le lion, emblème du roi. Et un historien s'est plu à imaginer que Lebrun aurait peint un message subliminal à Fouquet en lui disant « Attention Nicolas Fouquet, l'écureuil, vous avez un serpent qui veut votre perte et le roi est en train d'être l'arbitre de ce match. » Bonjour Valentin. Bonjour. Ça va? Oui, bon. Oh, vous installez quoi? Vous installez les bougies pour ce soir? Pour demain soir? J'installe les bougies pour les chandelles, oui. Ouais, ok. Et là, ça vous prend combien de temps pour le rez-de-chaussée? Alors, je sais pas, je dirais entre 30 et 40 minutes. Ça dépend s'il manque des bougies ou pas, ou aller chercher en réserve. Ok, bon bah super. Voilà, Valentin qui est notre vigile. Mais voilà, ici, on a plusieurs casquettes. Et donc, le vigile de nuit vient nous aider pour placer les bougies pour nos fameuses soirées aux chandelles. Merci Valentin. Pour revenir un petit peu sur notre histoire, rappelez-vous, un complot est donc mis en place par le roi et Colbert 3 mois avant la fête. La fête se passe, extraordinaire fête, l'une des plus belles du siècle. Beaucoup de personnes, La Fontaine, Mademoiselle de Scudéry, écriront et décriront cette fête. Et malheureusement, 3 semaines à peine après la fête du 17 août, Fouquet est arrêté à Nantes par son grand ami d'Artagnan, sous l'ordre du roi, bien entendu. S'en suivra un procès qui durera non pas 3 semaines, comme l'auraient espéré Colbert et le roi, mais 3 ans. Fouquet va se défendre de manière admirable et va convaincre plus de la moitié des juges qu'il n'est pas aussi fautif, encore une fois, que Colbert et le roi ont bien voulu le démontrer. Et il sera donc, la sentence des juges sera le bannissement, c'est-à-dire l'exil à vie de Nicolas Fouquet, c'est-à-dire vivant, mais en dehors du royaume. Et le roi, pour la seule et unique fois de l'histoire de France, tenez-vous bien, va aller à l'encontre de la sentence des juges et va décider avec son droit de veto pour l'emprisonnement à vie de Nicolas Fouquet. Donc je vois qu'un certain nombre d'entre vous, effectivement, froncent le sourcil. Vous devez être victime de la légende qui court depuis si longtemps autour de Nicolas Fouquet et de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet n'a pas volé tout cet argent pour construire Vaux-le-Vicomte dans les caisses de l'État, n'a pas invité le roi à la fête et le roi est devenu si jaloux d'une telle splendeur qu'il a décidé d'arrêter Fouquet, de prendre les mêmes artistes et de faire Versailles. C'est un raccourci un petit peu trop court. Je vous ai raconté la véritable histoire de Nicolas Fouquet, la véritable histoire du roi, de Colbert, Colbert étant à l'origine de la disgrâce de Nicolas Fouquet. On se trouve dans la chambre du roi, et là, je vous invite à regarder le plafond, où on a la quintessence du style baroque de l'époque, avec des Italiens qui sont majoritaires dans l'équipe de Charles Lebrun, le peintre décorateur, et qui vont sculpter, travailler tous ces stucs et cette mise en scène en 3 dimensions, qui est quelque chose d'assez nouveau en France, puisque ce sont les Italiens qui maîtrisent cette technique. On a également François Girardon, célèbre sculpteur qui a travaillé énormément au château de Versailles, qui a travaillé ici dans cette chambre du roi il y a 3 siècles et demi. Et puis, je voudrais vous inviter à se rapprocher du lit royal. Le roi, ici, pendant la fête, est venu s'assoupir. Et je voudrais vous montrer ici de près le travail extraordinaire de broderie, de passementerie qu'il existe ici sur le lit, avec du travail très précis qui a été réalisé par les établissements Le Sage, qui ont une entreprise en Inde, qui brode, regardez, ce tissu qui vraiment est d'une beauté unique, que je trouve. Et ça, il faut effectivement s'en rapprocher pour s'en rendre compte, et c'est l'avantage qu'on a ici
aujourd'hui et que j'ai plaisir à vous offrir ces images. Après Nicolas Fouquet, 2 familles vont vivre à Vaux-le-Vicomte, le maréchal de Villars et les Choiseul-Praslin. Puis, après une vingtaine d'années d'abandon, un homme va arriver à Vaux-le-Vicomte, va tomber sous le charme, notamment des plafonds peints par Lebrun, qui sont encore dans un très bon état. Le reste est dans un état plus délabré, mais il considère l'endroit comme un véritable trésor national et il va finalement l'acheter seul aux enchères et dédier le reste de sa vie et une grande partie de sa fortune à véritablement ressusciter l'endroit. Cet homme, c'est Alfred Sommier, mon arrière-grand-père, celui grâce auquel Vaux a été sauvé. Alors on se retrouve au 2e étage avec un couloir. Figurez-vous que c'est Louis Levaux, l'architecte de Vaux-le-Vicomte, qui a inventé pour la première fois le couloir qui distribue de chacun de ses côtés dans les pièces. Et il invente donc le couloir à Vaux-le-Vicomte. C'est une des nombreuses innovations créées à Vaux. On se dirige ensuite vers le sommet de la toiture de Vaux. Voilà. Encore un petit escalier en colimaçon. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qu'on montre qu'aux gens très privilégiés, à nos merveilleux donateurs par exemple. Donc, j'ouvre cette porte. Voilà. Attention à la marche. Voilà, on passe là derrière. Et dans cette caisse en bois, on est sous les toits de Vaux-le-Vicomte. Une vieille porte. Et puis je vais vous allumer la lumière. L'horloge. L'horloge du château. Horloge qui date du 19e siècle, qui a été restaurée il y a 3 ou 4 ans de ça grâce à une belle campagne de financement participatif. Et donc c'est le mécanisme qui actionne les aiguilles et tout le mécanisme donc de l'horloge qui est sur la façade nord du château. Cette horloge a été restaurée par un fidèle artisan qui est à nos côtés depuis une vingtaine d'années, François Simon Fustier, qui a une passion extraordinaire pour son métier et qui vient de temps en temps d'ailleurs faire des conférences pour les amis de Vaux-le-Vicomte. Voilà, vous aurez remarqué le papier peint, superbe papier peint, vieilli par le temps, mais qu'on ne changerait pas pour rien au monde. Voilà pour cette petite surprise que j'ai plaisir à partager avec vous. Alors on ouvre un certain nombre de portes à Vaux-le-Vicomte avec ce qu'on appelle un carré. Donc poignée de porte et puis une tige et qui au bout se termine en forme carrée et ce qui nous permet d'ouvrir pas mal de portes. Alors ça c'est, on est dans le centre névralgique du château, juste au-dessus de la coupole du grand salon et sous la charpente, au milieu, au cœur de la charpente du dôme de Vaux-le-Vicomte. Charpente extraordinaire. C'est notre forêt, petite forêt à nous, une charpente qui date du XVIIe siècle pour 98% de ses parties. Et on a donc des poutres maîtresses, on a un enchevêtrement de poutres qui montre là la technicité, l'ingéniosité des architectes de l'époque et des artisans de l'époque. Il faut savoir que nous avons refait la toiture entre 2006 et 2011, toute la toiture du château. La dernière partie était donc celle du dôme. Et quand les couvreurs ont enlevé les vieilles ardoises et le voligeage, ils n'avaient qu'une peur, c'était de trouver des parties abîmées par des fuites de la charpente. La charpente, finalement, était très saine. Et c'est finalement l'avantage d'avoir une famille qui habite dans un endroit. Quand il y a
une fuite, et ben on la répare, ce qui permet donc d'éviter des gros travaux lourds et coûteux. Dernier petit escalier qui nous permet d'arriver au sommet de la toiture de Vaux-le-Vicomte. Donc là, on se retrouve au sommet de la toiture de Vaux-le-Vicomte avec un point de vue extraordinaire sur le jardin et on remarque au fond l'Hercule Farnèse, la personnification finalement de Fouquet lui-même qui regarde le travail accompli, heureux et fier. Et puis je crois que c'est le plus beau point de vue sur les rubans éphémères, ces plaques d'aluminium qui ont été dressées par l'artiste français Patrick Hourcade et qui retracent la principale ligne de la broderie de buis qui a survécu pendant plus d'un siècle ici à Vaux-le-Vicomte, malheureusement victime de la pyrale du buis, victime des champignons. On a dû arracher ces buis et on est aujourd'hui très fiers et très heureux d'avoir fait confiance à Patrick Hourcade grâce à un jury qui l'a élu à l'unanimité pour la réalisation de cette œuvre d'art, les rubans éphémères. J'espère que ce petit tour de Vaux-le-Vicomte vous a plu. C'est juste quelques endroits que j'apprécie particulièrement, quelques anecdotes. Bien évidemment, il y a bien plus à voir à Vaux-le-Vicomte. Je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui sont déjà venus, les visiteurs qui sont nos premiers mécènes, qui font vivre le château. Je voudrais remercier les amis de Vaux-le-Vicomte, les amis membres donc, de l'association des amis de Vaux-le-Vicomte qui, par leur adhésion, leur don, permet la réalisation de projets d'envergure, de projets de restauration, de médiation, de spectacles, et donc, ainsi que tous les bénévoles qui nous ont permis cette année, après avec cette crise sanitaire, d'ouvrir et qui nous ont permis d'entretenir le jardin de manière extraordinaire. Ils se sont dévoués. J'invite tous ceux qui sont autour de Vaux-le-Vicomte de venir leur prêter main forte et devenir bénévoles de l'association des amis de Vaux-le-Vicomte. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère, ici à Vaux. Voilà pour le tour du château de Vaux-le-Vicomte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à nous faire part de ce que vous pensez de tout ça. Et maintenant, on va enchaîner. On va remercier bien sûr Alexandre et on a quand même une petite surprise pour vous avec la découverte des jardins en direct par Alexandre qui va commenter en direct la vidéo. Alexandre, je vous laisse gérer. Très bien, merci Olivier. Effectivement, il n'était pas question de vous quitter sans évoquer les jardins, même si, alors je vais juste mettre en pause, juste pour le petit préambule, même si ça me paraît toujours très difficile d'évoquer les jardins et de donner une idée de ce que sont les jardins de Vaux-le-Vicomte à travers un écran. Même André Le Nôtre lui-même le disait, the eye, alors attendez, en anglais c'était the eye creates the perspective, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais d'ailleurs, donc l'œil crée la perspective, marcher la rend vivante. Donc c'est clairement une invitation d'il y a 3 siècles et demi de André Le Nôtre qui dit évidemment l'œil et donc l'artiste va pouvoir dessiner une perspective, ce qui la rend véritablement vivante, c'est de marcher le long de cette perspective et encore plus à Vaux-le-Vicomte où finalement au gré de notre déambulation on va s'apercevoir d'un nombre incalculable, j'exagère un petit peu, mais d'un certain nombre de surprises, d'effets d'optique. Et donc, je vous invite, après cette vidéo et dès l'ouverture au public cette année, qui, j'espère, je croise les doigts, se passera donc le 27 mars prochain, je vous invite à venir à Vaux-le-Vicomte et à vivre cette perspective. Alors, écoutez, je lance cette petite vidéo. C'est un drone qu'on a fait voler au-dessus du jardin et je voudrais ici signaler quelques grandes caractéristiques. On est donc sur l'axe nord-sud, donc on se dirige vers le sud. On passe au travers de la grille d'honneur avec ces gigantesques thermes bicéphales à 2 têtes
et on va passer d'un plan à un autre tous ensemble. Alors c'est parti, on passe donc au travers de cette grille et puis on arrive sur une première grande cour, la cour des bornes, comme dans un théâtre avec différents niveaux de décor. Là, on est sur la cour d'honneur et vous allez voir, alors là, je fais à nouveau une petite pause. L'une des grandes nouveautés architecturales à Vaux-le-Vicomte au XVIIe siècle, c'est cette ouverture des 3 arcades. On a longtemps appelé ce projet le projet de la transparence du bâti, puisque au XVIIe siècle, on le voit très bien sur les gravures de l'époque, ces 3 arcades étaient ouvertes. Donc les 3 arcades au nord, ainsi que les 3 arcades au sud, côté jardin. Et donc, on a la possibilité à Vaux-le-Vicomte, quand on est dans la cour d'honneur, d'entre-apercevoir à plus d'1 kilomètre de distance la statue de l'Hercule Farnèse, qu'on verra dans quelques petites minutes, s'encadrer parfaitement dans l'arcade centrale. Et donc, c'est là une caractéristique très forte où le nôtre, le Vaux, l'architecte, ont conçu ce domaine en un tout avec le jardin et l'architecture liés, très étroitement liés, et cette transparence nous le montre de manière assez évidente. Donc le drone, cette caméra va passer à l'intérieur du vestibule et du grand salon. Voilà, on est dans le grand salon et on arrive maintenant sur les jardins avec un premier plan. Alors, qui date, cette vidéo, elle date, je crois, alors, c'était pas les premiers drones, mais presque. Elle doit dater de 2014 ou 2015. Et on avait encore ces parterres de broderie créés par Achille Duchesne au début du XXe siècle. Ces 2 parterres où le nôtre a dit, selon Saint-Simon, que ces broderies, alors je ne me rappelle pas des termes exacts, mais que ces broderies, pour lui, n'était qu'un décor pour les nourrices qui s'occupaient des enfants au premier étage et pour qu'elles aient une vue agréable du jardin depuis leur lieu de travail. C'est clairement un commentaire qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui. On serait vraiment traité à dessein de sexiste. En tout cas, le nôtre se l'est permis. C'est tout ça pour vous dire que le nôtre était véritablement un architecte du paysage. Il a été le premier à considérer le jardin comme un élément faisant partie du paysage qui entoure le jardin. Donc, c'était véritablement ces grandes lignes de perspective, ces pleins, ces volumes qui l'intéressaient beaucoup plus que les quelques taupières, donc arbustes taillés ou broderies de buis près du château. On va continuer donc sur cet axe nord-sud. On va arriver au niveau du rondeau, ce premier bassin qui, pour moi, est le minimum d'un objectif de promenade pour les visiteurs pour comprendre la magie de Vaux-le-Vicomte. C'est en arrivant à ce rondeau que le visiteur va se retourner et va clairement comprendre la dimension du château qui s'inscrit dans le reste du jardin. Sur ce rondeau, sur cet axe, on voit qu'il y a un axe qui part de part et d'autre du bassin, un axe est-ouest, c'est ce qu'on appelle les axes secondaires ou perpendiculaires. Et en fait, le nôtre a dessiné ces axes au bout desquels on a des surprises comme une statue, comme une clairière, comme une ouverture sur le paysage, justement. Et ces surprises ne peuvent être visibles qu'une fois arrivé sur cet axe. C'est-à-dire que si on est au niveau du château, on va voir cet axe se dessiner, mais on ne va pas du tout voir les extrémités de ces 2 axes. Là encore, il faut venir à Vaux-le-Vicomte, parcourir ce jardin pour se rendre compte effectivement de la totalité, de l'œuvre totale qu'était ce jardin, et donc de tous ces aspects qu'on ne voit pas si on ne marche pas donc, dans le jardin. On continue, on va survoler maintenant le parterre, le jardin bas ou le parterre des Tritons, 2 fontaines qui ont été restaurées d'ailleurs cette année. L'arpent d'eau ou le carré d'eau ou le miroir d'eau qui reflète tout au fond la statue de l'Hercule, mais si on devait se retourner, il reflèterait le château malgré les 500 mètres qui séparent le château de ce bassin. Et là, le nôtre utilise l'une des découvertes récentes de l'époque,
de la loi de l'optique découverte par Descartes. Et le nôtre était très friand de toutes ces technologies, de toutes ces découvertes scientifiques qu'il a utilisées pour amuser finalement les promeneurs. C'est-à-dire qu'on se place sur le bord, donc là qui est à peu près au milieu de l'écran, sur le bord sud du bassin, on regarde vers nous, c'est-à-dire vers le château, et on voit à ses pieds, malgré cette distance, le château en entier se refléter dans l'eau. C'est une histoire d'incidence de reflets. Et donc, voilà, le nôtre s'amusait, si je puis dire, à mettre en scène le jardin par ces découvertes scientifiques. On continue pour surprise totale, la découverte du Grand Canal. Et cette découverte, comme vous le voyez avec la caméra, on le découvre au dernier moment. Donc, quand on est au château, on ne soupçonne absolument pas l'existence de ce Grand Canal qui fait pourtant pratiquement 1 kilomètre de long, et il faut venir jusqu'à cet endroit pour découvrir au dernier moment ce canal. Alors, ça paraît un petit peu anodin aujourd'hui, on a tellement de technologies au quotidien, au bout de nos doigts, avec ces téléphones, etc., que cette découverte de canal, oui, soit, mais imaginez à l'époque, les gens, pour la première fois, arrivent à cette grande fête du 17 août, déambulent dans le jardin, et puis tout d'un coup, arrivent à cet endroit et découvrent ce gigantesque Grand Canal. Je continue, on va survoler les grottes qui ont beaucoup fait parler d'elles au XVIIe siècle. C'est une entreprise architecturale monumentale qui clôt j'allais dire ce qu'on appelle aujourd'hui encore le royaume des eaux, par ces grottes, par deux demi-dieux sculptés par Mathieu l'Espagnandel, un des sculpteurs préférés de Nicolas Fouquet. Et ça a tellement fait parler en bien de cet aspect du jardin que le nôtre va répliquer ces deux grottes à Chantilly. Si vous connaissez Chantilly et que vous descendez les grands escaliers qui mènent au parterre d'eau, ces grands escaliers sont décorés de part et d'autre de deux grottes moins monumentales qu'à Vaux-le-Vicomte, mais deux grottes quand même. Et ça, les artistes de l'époque se plaisaient quand une mise en scène fonctionnait, quand ils recevaient des compliments, eh ben, ils répétaient la même mise en scène dans un autre château. On continue et on va terminer avec le dernier bassin, la Gerbe, et puis l'Hercule Farnèse qui n'était pas doré, qui n'était pas installé au XVIIe siècle. Il a été dessiné par le nôtre sur son plan du jardin de Vaux-le-Vicomte, mais en raison de l'arrestation de Nicolas Fouquet, la statue n'a pas été fondue ni même installée, et c'est mon arrière-grand-père dont je vous parlais dans la vidéo, Alfred Sommier, qui a observé de près ces gravures. Le plan de Lenôtre. Alors, le plan de Lenôtre n'existait pas encore quand il a acheté le château en 1875. En revanche, les gravures d'Israël Sylvestre étaient présentes dans la collection. Et là aussi, sur les gravures, il a vu avec une loupe, il a deviné le profil de l'Hercule Farnèse qui se repose sur sa massue. Et donc, il l'a fait fondre, il l'a installé donc au bout du jardin, et on vient de le restaurer il y a 2 ans. On vient de restaurer la statue et de redorer la statue comme elle était à l'origine. Statue qui concentre toutes les lignes de perspective qui vont converger vers ce point de fuite. Et donc ça, c'est encore une mise en scène assez extraordinaire décidée par André Lenôtre. Et puis, on va terminer notre survol par les cascades, les grandes cascades. C'est ce bassin qui est le plus grand bassin de Vaux-le-Vicomte, qui est malheureusement très abîmé. On n'ose pas encore chiffrer le budget de restauration que de ce bassin, même s'il fait partie des ambitions que nous avons à Vaux-le-Vicomte. Et puis une dernière vue sur les toits, comme je vous le disais dans la vidéo, récemment restauré jusqu'en 2011, 2 hectares de toiture restaurée avec des ardoises d'Angers, et cette vue assez merveilleuse depuis le Lanterneau. Voilà pour cette visite des jardins et du château que j'espère que vous avez apprécié. Et je suis évidemment très heureux de répondre à toutes vos questions, Olivier.
Un grand merci Alexandre pour cette présentation des jardins. Ça donne envie vivement qu'on puisse à nouveau venir découvrir les jardins et les châteaux. On espère le plus tôt possible. Alexandre, on a reçu énormément de questions, donc ça va être très compliqué d'y répondre à toutes. En tout cas, on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par celles qui ont été le plus votées. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions. Si Alexandre n'y répond pas, je crois que Lise et Léa, que je salue par ailleurs, grâce à qui nous avons pu coordonner cette émission, pourront aussi répondre éventuellement aux questions par la suite, par écrit, une fois que l'émission sera terminée, pour que tout le monde puisse avoir des réponses. Donc, je commence. Alors, Alexandre, on a une question de Christophe qui demande « Au 19e siècle, Vaux portait un autre nom. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces changements de nom et leurs origines ?» Effectivement, Vaux a changé 3 fois de nom. D'abord Vaux-le-Vicomte. Alors, on me pose toujours la question, pourquoi Vaux-le-Vicomte? Alors, c'est très simple. Vaux, c'est le pluriel de vallée, de val. Donc, on est à la croisée de 2 vallées. Celle de l'Ancueil, qui est canalisée donc, par ce grand canal, et donc cette rivière de l'Ancueil, et puis une autre vallée qui a été creusée par le rue Bobet et que le nôtre a dérivé pour pouvoir dessiner son jardin. Donc, on est à la croisée de 2 vals, de Vaux, et donc Vaux et vicomte parce que c'est un vicomté, c'est-à-dire que à cette époque, et même à l'époque plus médiévale, quand un seigneur gagnait une bataille, selon l'importance de la bataille et l'importance des terres pour lesquelles il avait le contrôle, on lui donnait un titre de vicomte, de comte, de marquis. Donc, il y avait un marquisat, il y avait un comté, un vicomté, etc. Et c'était le vicomté de Melun, et donc terre sur laquelle appartient donc Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte a été donc au XVIIe Vaux-le-Vicomte. Ensuite, Vaux-le-Vicomte est vendu par la femme de Nicolas Fouquet, Marie-Madeleine de Castille, au maréchal de Villars, et le maréchal de Villars va l'appeler Vaux-Villars. Ensuite, en 1764, fin du XVIIIe siècle, le maréchal de Villars le vend au duc de Praslin, et les Praslins vont apposer leur insigne et donc sur le fronton de Vaux-le-Vicomte, de la façade nord du château, et vont l'appeler Vaux-Praslin jusqu'à ce que mon arrière-grand-père au XIXe siècle reprenne le terme de Vaux-le-Vicomte. Voilà pour l'explication. D'accord, parfait. Merci pour ces explications. Une autre question de Christophe, en fait, ces questions apparemment sont très pertinentes puisqu'elles sont le plus votées. J'ai beaucoup visité Vaux, nous dit-il, et je me suis toujours demandé, reste-t-il un meuble, un objet ou une tapisserie de Fouquet? Très bonne question, effectivement. Il reste quelques meubles. Il reste très exactement 2 tables en marbre, avec du marbre des Pyrénées, qui se trouve aujourd'hui dans la chambre carrée, la première pièce qu'on visite au rez-de-chaussée. Il reste 4 colonnes avec 4 bustes antiques dans le grand salon. Ce sont les seules pièces, ainsi que les gravures d'Israël Sylvestre, qui n'ont jamais quitté Vaux-le-Vicomte, et les archives. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur les archives, et les archives de Nicolas Fouquet qui n'ont jamais quitté le château. Il faut savoir également que nous avons eu la chance, avec l'Association des Amis de Vaux-le-Vicomte, d'acheter en 2019, nous avons acheté un petit tableau qui s'appelle Le Silence par François Chauveau qui aurait appartenu à Nicolas Fouquet. On a de très fortes présomptions pour cela, donc on était très fiers de pouvoir acheter ce tableau. Et voilà un petit peu les uniques éléments qui restent de l'époque de Nicolas Fouquet. Il faut savoir que le roi, une fois Fouquet arrêté, s'est servi très largement de toutes les plus belles pièces de décoration, d'ameublement, de tapisserie, de sculpture dans le château. Et puis ensuite, les différentes familles qui sont succédées, donc les 2 familles qui sont succédées, quand ils ont vendu le château, sont repartis avec les meubles. Très bien, merci pour ces précisions. Question de Daphné qui demande avez-vous fait de belles découvertes en restaurant le château? Des passages secrets, des archives, des gravures voilà. Oui, on a fait de belles découvertes. Alors, j'étais pas encore revenu au château à l'époque, j'habitais bien loin.
Et c'est mon père qui m'a raconté ça ensuite. Et notre ami Cyril Bordier, administrateur de l'Association des Amis de Vaux-le-Vicomte, qui est un architecte du patrimoine, qui travaillait dans la bibliothèque du château et qui prenait des mesures. Et il ouvre un placard, un des placards bas du cabinet, du corps de bibliothèque en acajou donc de cette pièce, et il voit un vieux parchemin écorné, un peu froissé, qui est coincé entre une planche de la bibliothèque et le mur. Et il va délicatement aller découvrir un petit peu ce que c'est que ce document. Et on s'est aperçu que, très très vite, puisqu'on a reconnu la signature, qu'il s'agissait d'un madrigal, c'est-à-dire d'un poème que La Fontaine avait écrit à l'occasion du mariage du fils de Nicolas Fouquet. Donc ça, c'était une découverte absolument exceptionnelle. Ça a été la seule aussi exceptionnelle. Et alors, pas de souterrain, même si on m'a parlé il y a quelques jours, figurez-vous, une habitante de Mincy, le village attenant, qui me disait que dans sa maison, qu'elle a vendue il y a un certain nombre d'années, il y avait des grandes marches avec des pierres de taille qui de la cave descendaient dans un tunnel. Et elle n'a jamais pris le temps d'aller en savoir plus. Elle m'en a parlé il y a 3 jours, pour dire la vérité. Et j'ai été quand même très interloqué. Et je lui ai dit, mais alors ça a été muré cette entrée ou sortie de tunnel. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un souterrain? Est-ce qu'il va dans la direction du château ou pas? Je pense qu'on va aller un petit peu plus loin dans cette enquête pour en savoir plus. Ah oui, ça donne envie, effectivement, d'en savoir plus. Question de Jonathan. On parlait rapidement des archives, justement. A-t-on des archives, courriers, livres de comptes, échanges entre André Le Nôtre et Nicolas Fouquet relatant leur collaboration pour les jardins de Vaux? Malheureusement, non. André Le Nôtre est aujourd'hui connu pour n'avoir laissé quasiment aucun document. Il y a eu une très belle exposition à Chantilly où sont concentrées la plus grande part des traces écrites d'André Le Nôtre. D'abord, il avait une écriture indéchiffrable, de pattes de mouche. Et puis, il a laissé très peu de documents. Et donc, ça, c'est le drame de tous les historiens. C'est comment essayer de retracer l'histoire avec une telle absence de documents. Donc, très peu de documents. En plus, ce dont a souffert Vaux-le-Vicomte, c'est cette jalousie maladive de Colbert envers Fouquet. Et Colbert a détruit énormément d'archives, énormément de pièces à conviction, si je puis dire, qui auraient pu participer à l'innocence de Fouquet. Et donc, il a détruit toutes ces pièces. Et donc, c'est un travail extrêmement difficile que les historiens doivent faire aujourd'hui à Vaux-le-Vicomte, de retracer finalement le chantier. Il y a un livre extraordinaire qui a été écrit par ce même Cyril Bordier, parce que Cyril Bordier est un de ceux, avec mon père, qui connaît le mieux Vaux-le-Vicomte, et il a écrit un livre sur la genèse du chef-d'œuvre, c'est-à-dire le chantier de Vaux-le-Vicomte. Et c'est, je crois, celui qui a le plus rassemblé d'éléments scientifiques, historiques, pour retracer le chantier de Vaux-le-Vicomte. Je vous invite à vous le procurer. Je crois qu'il est encore en vente dans toutes les bonnes librairies ou plateformes d'achat en ligne. Parfait, merci pour ça. Ça, c'est intéressant effectivement aussi. On a Edith on change un peu de sujet, avec Edith qui demande quelles sont les forces qui vous ont permis de maintenir encore et toujours ce lieu en propriété privée. Ça, c'est assez intéressant aussi. Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on ne m'a jamais posée. Et pourtant, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais, il y a quelques années, avec une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration, de respect, qui s'appelle Betsy Barlow Rogers. C'est une Américaine qui est devenue mécène généreuse de Vaux-le-Vicomte et qui est venue à Vaux avec son mari. Et je lui ai fait évidemment ce qu'on appelle le tour du propriétaire. Et on est arrivé en haut de la toiture, sur le dôme. Et là, elle me dit, tu sais Alexandre, pour poursuivre ton métier et pour que tu sois le plus efficace ou pour que tu continues le plus longtemps, est-ce que tu connais la loi des 3 P?
Et je lui dis non, je ne connaissais pas la loi, je ne connais pas du tout la loi des 3P, à quoi ça correspond. Et elle me dit, c'est les 3 forces, c'est les 3 qualités qu'un entrepreneur gestionnaire de patrimoine doit avoir. C'est le premier P comme passion, le deuxième P comme persévérance et le troisième P comme patience. Et je me remémore très régulièrement de cette anecdote et de ce conseil qu'elle m'a donné, parce qu'effectivement, il faut de la passion, il faut être un petit peu fou pour se lancer dans une telle aventure et passionné. Il faut persévérer parce que rien n'arrive simplement, et puis de la patience parce qu'on travaille à l'échelle du patrimoine, c'est-à-dire à l'échelle du temps très long, à l'opposé peut-être de beaucoup d'industries aujourd'hui ou d'entrepreneurs. On a ce plaisir, en tout cas, je crois, de travailler sur le temps long. Et voilà les 3 P, les 3. Alors, je suis sûr qu'il faut peut-être plus de qualité et on essaye en tout cas d'être patient, passionné et persévérant. Ça, c'est une bonne réponse. Ça me plaît bien et ça fonctionne pour beaucoup de choses et pas seulement pour le patrimoine. Ça fait un 4e P. Mais ça, je vais le garder dans un coin de ma tête aussi. Allez, on enchaîne. Est-ce que Jonathan demande, est-ce qu'on peut considérer que vous et vos 2 frères soyez comme Lebrun, Lenôtre et Levaux, les artisans ou artistes du 21e siècle de Vaux-le-Vicomte? Ça serait bien pédant de notre part que de se prendre pour les meilleurs artistes de leur temps. Non, loin de là. Vous savez, on est d'abord des dépositaires responsables. On essaye de trouver un mot, si quelqu'un a une expression qu'on peut utiliser. Vous savez, les journalistes nous demandent, alors comment vous présente-t-on dans notre article ou dans notre émission de télévision? Est-ce que c'est propriétaire? Est-ce que c'est directeur du mécénat? Il n'y a rien de tout ça qui nous plaît beaucoup. En tout cas, on n'est pas, non, je ne crois pas qu'on soit les Levaux. On n'est pas des artistes. Hein. On est, je crois, aujourd'hui des entrepreneurs. Ça, c'est certain. On est chaque propriétaire gestionnaire d'un château plus ou moins grand à une petite ou une grande équipe. On a la chance d'avoir une grande équipe derrière nous, nombreuse, et on doit effectivement préserver, maintenir, restaurer et partager ce lieu. Donc, on est à la tête d'une petite entreprise et pour cela, il faut la faire vivre. Et pour la faire vivre, il faut avoir des talents divers. Et je crois que mes 2 frères et moi avons cette force d'être très différents et donc d'être très complémentaires. Donc, on n'est pas artistes, on est des artisans de… Comment pourrait-on appeler ça? On essaye de faire des miracles avec le peu que nous avons et avec l'énorme domaine que nous avons sur les épaules. Mais je crois que ceux qui sont véritablement les artisans de cette aventure, ce sont justement les employés de Vaux-le-Vicomte. Et le succès de Vaux-le-Vicomte repose avant tout sur les épaules de ces 75 employés, de nos équipes qui travaillent. Alors, les temps sont très, très difficiles pour eux en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. Un grand nombre d'entre eux sont en chômage partiel et j'ai très régulièrement une pensée pour eux parce que c'est grâce à eux, c'est eux les artisans, ce sont eux les Lenôtres, les Levaux et les Lebrun de Vaux-le-Vicomte. Voilà pour moi une petite occasion de leur rendre hommage. Bonne réponse, bien vu. Justement, une question de Daphné, où on peut peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus. Comment le château, les jardiniers, vous et tout le personnel du château, vivez-vous ces moments difficiles? Voilà. C'est ça la question qui est bien votée aussi et c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, on a, mes 2 frères et moi, l'avantage, le privilège énorme de travailler évidemment tous les jours au château pour essayer de trouver des solutions pour sortir de cette crise. On fait le dos rond. On fait le dos rond pour traverser la tempête. On a, dès le 15 mars l'année dernière, revu toutes les lignes de dépenses des comptes pour essayer de réduire ces lignes, pour essayer de réduire notre budget. On peut se féliciter d'habiter en France, en tout cas nous félicitons d'habiter en France, de payer nos impôts et d'avoir un pays qui nous aide. On a plus l'habitude de critiquer le gouvernement, on est quand même français finalement, donc on critique. Mais aujourd'hui, je crois que même s'il y a très certainement eu des perfections, des perfections à apporter à tout ce qui s'est passé, en tout cas, Vaux-le-Vicomte, comme beaucoup d'entreprises, survivent grâce aux aides du gouvernement et les employés
On les a, par exemple, sur l'équipe technique. Alors, on est 3 personnes. Il y a 3 personnes dans l'équipe technique. Il y a 3 personnes, 4 personnes. Non, il y a 8 personnes, pardon, 8 jardiniers. Ils sont là. Ils ont été là jusqu'à peu de temps, 1 jour par semaine. Depuis la semaine dernière, ils viennent 2 jours par semaine. Donc, tout ça, c'est pour essayer de gérer au mieux notre masse salariale et de subvenir aux besoins vitaux du domaine. Et donc, on est évidemment en rythme ralenti avec des situations, j'allais dire psychologiques, qui ne sont pas faciles pour des employés qui ont normalement l'habitude de venir évidemment tous les jours et qui ne sont là que quelques jours par semaine. On a un événement en ce moment, un tournage en ce moment qui dure plusieurs jours et j'en parlais encore cet après-midi avec une des personnes qui travaille et qui me disait mais quel bonheur d'être de retour à Volvicomte, de revoir les collègues, de prendre des nouvelles, quel bonheur d'être à nouveau dans cet endroit-là. Donc, encore une fois, pour nos employés, la situation est pas facile, elle est inconfortable et on espère vraiment de tout cœur, de toutes nos forces qu'on va pouvoir réouvrir le 27 mars, comme c'est prévu, et de pouvoir réembaucher petit à petit toutes nos équipes. Voilà. On croise les doigts, mais ça va bien finir par arriver. Une question, justement, on parlait de personnel. Julie pose une question pratique pour une étudiante. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'une autre personne, je crois que c'est Daphné, souhaitait aussi connaître la réponse. Est-il encore possible de débuter une carrière dans le patrimoine malgré ce contexte, selon vous ? Bien sûr, et je les encourage. En fait, je reçois de plus en plus de messages, d'emails, de demandes d'interviews, le mot n'est pas juste, mais d'échanges avec des étudiants qui cherchent leur voie et qui, je crois, face à l'engouement pour les Français, pour le patrimoine, face à ces émissions comme celle de Sochâteau, de plus en plus nombreuses, face à un Stéphane Bern qui est notre ambassadeur star, mais tellement efficace pour défendre les intérêts du patrimoine auprès du gouvernement et auprès du grand public. Il y a quand même, depuis quelques années, et bien évidemment que c'est bien plus fort qu'une mode, mais il y a vraiment cet engouement pour des métiers qui ont du sens, c'est-à-dire des métiers qui sont concrets, qui sont porteurs de sens, qui portent le patrimoine, c'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire une mémoire envers nos ancêtres, nos racines. Tout ça est enthousiasmant, présente une multitude de différents métiers et on a, figurez-vous, de plus en plus de jeunes, de quadras, de quinquas qui vont à la banque prendre demander un prêt et acheter un château. Et oui, ça existe et il y en a de plus en plus. Et ils vont avoir de plus en plus besoin justement de jeunes gens, artisans, scientifiques, chercheurs. Je ne vais pas vous mentir non plus, les débouchés pour, par exemple, l'aspect scientifique de ces métiers, de conservateurs. D'abord, il y a un examen à l'Institut national du patrimoine qui est très difficile. Il y a peu de place. Et donc, pour ces métiers-là, selon les métiers, il y a plus ou moins de débouchés. Mais ce sont des métiers absolument passionnants. Et je crois qu'en France, on fait partie de ces pays où le patrimoine a encore de très longues années devant lui pour pouvoir faire fructifier justement des carrières. Je vous encourage vraiment à regarder toutes les carrières qu'il y a autour des châteaux et des musées. Il y en a beaucoup et il n'y a pas que celle du conservateur, il y en a énormément. Donc oui, le patrimoine et les métiers du patrimoine ont un avenir très clairement. Merci Alexandre pour ce message d'optimisme aussi. Figurez-vous que ça fait quasiment 1 heure que nous sommes ensemble déjà, le temps passe vite. Voilà, quand c'est passionnant, c'est toujours comme ça. On va peut-être, allez, une dernière question et là, c'est plutôt moi qui vais la poser, même si j'ai vu passer des questions par rapport à ça. Je sais que Alexandre, vous vous occupez du mécénat à Volvicomte. Quels sont les projets par rapport au mécénat? Et les personnes qui souhaitent éventuellement vous aider, que doivent-elles faire, que peuvent-elles faire pour vous aider voilà, en tant qu'éventuellement mécène, ou peut-être par d'autres moyens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? D'accord, écoutez, merci en tout cas pour cette question. Évidemment que le patrimoine traverse une situation extrêmement difficile avec, quoi qu'on en dise, des coûts de base pour la marche
quotidienne du château qu'on ne peut pas éliminer. Donc, l'aide des mécènes, elle est indispensable, elle est de plus en plus indispensable. Ils sont de plus en plus nombreux, français, étrangers, américains. Comme je le disais dans la vidéo, le premier mécène, c'est notre visiteur. Le visiteur qui paye son billet d'entrée, il participe à la préservation du patrimoine. Donc, je vous encourage déjà, dans un premier temps, à revenir, à visiter les châteaux qui sont autour de chez vous, petits, moyens, grands, les jardins, les églises. C'est de la vie dont ont besoin ces monuments. Pour nous aider, c'est très simple. Nous avons une association des Amis de Vaux-le-Vicomte, qui est une association reconnue d'utilité publique et qui donc vous permet d'adhérer à l'association et d'avoir un avantage fiscal, c'est-à-dire que vous avez 66% de votre don qui est défalqué de votre impôt sur le revenu. Donc, c'est là aussi un environnement fiscal extrêmement avantageux, si ce n'est le plus avantageux au monde qu'on a en France. Une autre manière de se réjouir d'être français. C'est la première raison, amisvaux-le-vicomte.org sur Internet, la première façon. Ensuite, quels sont les projets? On a chaque 3 ans un programme de projet et on vient d'entamer une autre étape de 3 ans avec notamment un projet ambitieux sur les jardins. Nous avons l'ambition de pouvoir installer de l'électricité jusqu'au fond du jardin, installer ensuite une pompe dans le Grand Canal qui va alimenter un réservoir, celui qui a été creusé par le nôtre au XVIIe siècle, et pour pouvoir ensuite utiliser les fontaines dès que le château sera ouvert et non plus 2 fois par mois comme jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on avait un problème de remplissage des réservoirs qui, une fois vides, mettaient entre 5 et 10 jours à se remplir avec la pluie, avec les différentes sources sauvages autour de ces réservoirs. Le fait d'installer une pompe nous permettrait de redonner vie au jardin, les fontaines étant une caractéristique essentielle, fondatrice du jardin à la française, que le nôtre évidemment a utilisé dans tous ses jardins. Quel bonheur que de revoir ces fontaines fonctionner chaque jour et chaque nuit, chaque soirée d'ouverture à Vaux-le-Vicomte. C'est le grand chantier de demain. Vous pouvez, à votre mesure, et l'importance du don, le montant du don n'a aucune importance, mais à votre mesure, faire un don à l'Association des Amis de Vaux-le-Vicomte pour ce projet. Merci en tout cas infiniment pour ceux qui voudraient s'investir de cette manière pour aider Vaux-le-Vicomte. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre, pour ça. Je suis sûr que les participants vont être sensibles à ce message, c'est important. Et vraiment, dans le pire des scénarios, enfin le pire, dans le meilleur des scénarios, allez visiter Vaux-le-Vicomte. Vous passerez un excellent moment. Et nous-mêmes, on y va aussi souvent que possible. Merci beaucoup, Alexandre. Je crois qu'on va pouvoir terminer cette émission qui a dépassé l'heure, finalement. Et il y a encore beaucoup de questions auxquelles on ne pourra pas, Alexandre ne pourra pas répondre directement. Mais voilà, je vais voir avec les équipes de Vaux-le-Vicomte si on peut vous apporter des réponses à toutes ces questions. Vous êtes curieux et c'est bien normal. Il y a plein de questions très intéressantes encore auxquelles on aimerait avoir des réponses. Donc, je remercie évidemment tous les participants. Vous étiez très, très nombreux ce soir à suivre cette émission. Merci beaucoup. On va pouvoir bientôt enchaîner avec le live tour. Je vous encourage à le suivre. Ça va être des belles émissions. On va vous faire découvrir des propriétaires, justement aussi un jeune propriétaire. Ça va être la première émission avec Édouard Guyot. Alexandre en parlait. Ben voilà, Édouard Guyot, il a pris un crédit. Il a acheté un château. Il s'appelle Vaux d'ailleurs, le château. Et il est à Fouchères, dans l'Aube. Et il a entamé des travaux vraiment importants. Et on va aller à sa rencontre. On va aller découvrir un petit peu son projet et son histoire. Ça sera la première d'une série de 11 émissions. Voilà, avant de passer la main et plutôt la parole à Alexandre pour conclure l'émission, je voulais juste vous rappeler que si vous souhaitez nous soutenir, nous aussi, on a un guide des châteaux. Vous allez pouvoir préparer votre saison parce qu'elle va bientôt démarrer. Donc, n'hésitez pas, je pense que Edith va vous partager le lien. Vous pouvez nous soutenir en commandant ce guide qui vous sera, je crois, utile aussi. Voilà, le message est passé. Alexandre, encore une fois, merci. Et je vous laisse conclure cette émission. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.
Merci, merci Olivier. Merci parce que grâce à vous, grâce à Sochâteau, grâce à toutes ces entreprises qui se concentrent sur le patrimoine de manière générale, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression vraiment de plus en plus que le patrimoine passionne les Français, passionne le monde entier. Les gens venaient jusqu'à peu en France pour visiter les châteaux, pour s'ancrer et s'immerger dans les paysages magnifiques que nous avons en France. Vous êtes encore une fois, les premiers mécènes de ces châteaux, venez les visiter, venez les revisiter. Il y a effectivement des familles qui travaillent derrière ces remparts, derrière ces grands murs, et ils sont passionnés. Il y a des histoires absolument extraordinaires que Sochâteau, d'ailleurs, partage très régulièrement, de propriétaires, de dépositaires qui ont cette passion pour le patrimoine, de vouloir le préserver d'une part, mais surtout le partager. Et un château vide n'a aucun sens. Il faut que vous alliez le visiter, que vous donniez cette vie. Et je crois qu'il y a de plus en plus de manières dont les propriétaires essayent de se creuser les méninges pour inventer des manières excitantes, ludiques, immersives, pour pouvoir donc profiter de ces histoires, de ces belles histoires qu'il y a dans le patrimoine français. En tout cas, j'ai été ravi de répondre à vos questions, de présenter à nouveau cette vidéo. Revenez à Vaux-le-Vicomte, vous serez évidemment les bienvenus. Et à très, très bientôt. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez, on vous quitte avec une petite surprise, une petite interview des 3 copropriétaires de Vaux-le-Vicomte. C'est une petite surprise pour vous. Bonne soirée à tous et à bientôt. Oula. Plus grand château privé en France. Le plus beau château de France. Beauté, harmonie, sérénité. Le Vau, pour construire. Je dirais plutôt le nôtre, parce que j'aime bien être dehors. Le nôtre. Le jardin, être dehors, c'est ma cam. Alexandre, il est spontané. Et Jean-Charles, il tombe bien la pelouse. Pardon. Alexandre, ça va être le poil à gratter. C'est-à-dire qu'il dit souvent les choses qui quelquefois dérangent mais qui sont nécessaires à dire. Et Ascanio, dans le côté positif de la chose, c'est la rigueur. Jean-Charles, il est opportuniste, dans le bon sens du terme. Ascanio, il est rigoureux. C'est la fiction, ça. La fiction, j'en sais rien. Je serais peut-être parti à l'étranger, vivre dans un autre pays, j'en sais rien, aucune idée. Je me serais laissé porter par l'aventure et j'aurais voulu avec ma femme ce qu'elle aurait aimé qu'on fasse comme projet commun. J'aurais continué le métier que je faisais avant, c'est-à-dire travailler dans le sport et dans une société dans laquelle je m'amusais beaucoup. J'aurais sans doute continué mon métier de guide de montagne et même si je l'avais lâché pour un temps, je pense que j'y serais retourné plus tard. À court terme, de réussir ma mission ici, à Vaux, et puis après de laisser la place à quelqu'un d'autre. Pour Vaux-le-Vicomte, continuer à développer ce magnifique château et attirer les visiteurs et qui passent un excellent moment à Vaux-le-Vicomte et qu'ils en gardent un magnifique souvenir. À titre personnel, ce serait plutôt voyager à travers le monde et découvrir le monde. Organiser une techno-rêve à Vaux-le-Vicomte. Donc à tout le public de Sochâteau, venez voir ces fous qui s'occupent de votre patrimoine, de votre histoire, de vos racines. Et j'invite tous les auditeurs de Sochâteau à venir effectivement découvrir notre magnifique patrimoine, à visiter la France. C'est l'occasion, c'est la crise, il faut rester en France et il faut visiter nos régions et notre patrimoine et surtout les châteaux privés. J'hésite. Château tout court, mais non, Sochâteau bien sûr. Sochâteau à mort.